Salut mes métaphysiciennes et surtout toi ma Pénélope. Donc maintenant, un peu de science et de physique quantique. La physique quantique entre dans l'ère de l'interprétation. Et oui, au début de la physique quantique, c'était le problème du corps noir. La constante de Planck. En 1900, Max Planck se penche sur le problème du corps noir. Il établit alors, quoique de manière empirique, une formule satisfaisante, en supposant que les échanges d'énergie au sein de la matière se font par paquets. Il crée une constante qui porte son nom et un concept, les quanta. Dû à Boltzmann, Planck a l'idée de faire de même avec le corps noir. À la place d'un ensemble de molécules, il considère un ensemble d'oscillateurs qu'il imagine comme autant de ressorts microscopiques en agitation thermique à l'intérieur de l'enceinte. Naissance du quantum. Max Planck établit alors que l'énergie de chaque oscillateur élémentaire représente une minuscule tranche de l'énergie totale du corps noir. Il interprète cela en disant que l'énergie rayonnée est libérée par paquets et non pas de manière continue. De plus, chaque paquet possède une énergie égale à la fréquence du rayonnement multipliée par une valeur numérique toujours identique. La célèbre constante de Planck, nommée H, fait son apparition pour la première fois. Chacune de ces tranches est baptisée quantum d'action. Planck invente alors le concept de quantum d'énergie, mot issu du latin qui devient au pluriel quanta, décrit par sa célèbre formule E égale h mu, désigne la fréquence du rayonnement. Il expose ses déductions sur ce problème dans un mémoire et le présente le 14 décembre 1900. La physique quantique vient de naître. Pour ses travaux sur le corps noir, il reçoit le prix Nobel de physique en 1918. Théorie des quantas de lumière d'Albert Einstein. Grâce à sa découverte des quantas de lumière, il explique l'effet photoélectrique et formule pour la première fois l'hypothèse de la dualité onde-particule fondamentale. Tout comme un gaz est constitué d'atomes, le rayonnement électromagnétique, la lumière, est constitué de grains. Un quantum de lumière posséderait aussi une énergie égale à h mu, la constante de Planck multipliée par la fréquence de la radiation. Après vient l'atome de Bohr. Cela revient à postuler que les orbites sont quantifiées, c'est-à-dire que certains rayons orbitaux sont interdits et d'autres autorisés, d'où la discontinuité. C'est le déclic. Bohr se rend alors compte que les raies présentes dans le spectre d'émission correspondent exactement à la différence d'énergie entre les niveaux qu'il a calculés à l'aide de son modèle quantique. Pour lui, l'électron passe d'un niveau excité à un niveau inférieur en émettant un quantum d'énergie au photon, dont l'énergie est exactement égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. La nature ondulatoire des électrons. En 1924, Louis de Broglie soutient qu'à toute particule, on peut associer une onde de matière. Après Planck, Einstein et Bohr, une nouvelle étape dans la quantification est franchie. Il devient dès lors de plus en plus difficile de se représenter les phénomènes quantiques par une image simple. Puis vient les interférences quantiques. Mais bon, j'ai pas le temps d'expliquer tout. Et puis surtout, il y a pas mal d'inexactitudes là-dedans. L'interprétation de Copenhague par Niels Bohr, ça c'est génial. Bohr et ses disciples
propose des principes directeurs inclus dans l'interprétation orthodoxe et également sujet à controverse. Le principe de complémentarité, le principe d'incertitude et le principe de correspondance. Le principe de complémentarité consiste à dire que pour décrire un même phénomène, on peut recourir à des éléments de langage opposés. La dualité onde-corpuscule en est un bel exemple. Les photons se comportant tantôt comme des ondes, tantôt comme des corpuscules, dans les fentes de Young par exemple. Ces deux aspects sont complémentaires, nous dit Bohr. Le principe d'incertitude de Heisenberg énonce appliqué aux grandeurs, positions et vitesses qu'on ne peut pas les connaître simultanément et avec une précision aussi grande que l'on souhaite, que l'on voudrait. La position et la vitesse sont deux grandeurs dites conjuguées qui sont complémentaires. Alors bien sûr, il y a plein d'interprétations alternatives, mais bon. Le chat de Schrödinger, bon ça c'est rigolo, il est à la fois mort et vivant. Les probabilités, ça c'est fondamental, les fonctions d'onde. Vers 1925, Max Born est à l'origine d'un changement profond en physique quantique. En interprétant la fonction d'onde, en termes de probabilité, il donne une définition quantique du hasard. Avec ses travaux, il remet en question le déterminisme, un des fondements de la physique classique. Le principe d'exclusion de Pauli, ça c'est intéressant. La découverte du spin, ah ça c'est fondamental. Le nombre de Pauli. L'expérience de Stern et Gerlach va avoir pour les physiciens un impact comparable aux fentes de Young. D'après les principes de la physique classique, les atomes d'argent à l'état fondamental ont un moment magnétique intrinsèquement nul. Ils devraient donc ne pas subir l'influence du champ magnétique et encore moins subir deux types d'influences symétriquement opposées. Pour expliquer ce résultat, George Uhlenbeck et Samuel Goudsmit, deux étudiants néerlandais de Leyde, proposent une nouvelle interprétation du quatrième nombre quantique, introduit par Wolfgang Pauli à la même époque. Selon eux, il correspond au mouvement de rotation de l'électron autour de son axe. Pour cette raison, ils l'appellent spin, qui signifie tournoiement. Le spin d'une particule est son moment angulaire intrinsèque. En outre, reprenant l'idée de Pauli d'un nombre à deux valeurs, il démontre que ces deux valeurs ne peuvent être que 1,5 spin-up et moins 1,5 spin-down. En 1940, Eugène Wigner montre, en utilisant la théorie des groupes, que le spin est une propriété naturelle des particules dès lors que l'on se place dans un contexte à la fois quantique et relativiste. Bien sûr, les fentes de Young, ça c'est absolument fondamental. Bien sûr, après les atomes froids, où on les refroidit en prenant 6 lasers aux 6 points cardinaux, ouest-est, nord-sud, au bas. Le principe d'incertitude de Heisenberg, ça c'est fondamental aussi. Il va ainsi déduire qu'on ne peut pas connaître simultanément et avec une grande précision la position et la vitesse de la particule. Une formulation courante du principe appliqué à ces grandeurs est ΔP fois ΔQ est supérieur ou égal à H, la constante de Planck, sur pi. Dans cette formule, H est la constante de Planck et pi est la constante bien connue des écoliers en géométrie.
Delta P est la précision sur la mesure de la quantité de mouvement, et delta Q est celle sur la position. Le paradoxe PR, célèbre dû à Einstein. Les inégalités de Bell qui a permis de résoudre le PR. Et bien sûr, les expériences d'Alain Aspect qui a prouvé que Einstein avait tort dans le PR et Bohr avait raison. Grâce aux inégalités de John Bell. L'équation de Dirac, ah ça c'est génial. Mais bon, j'ai pas le temps de tout expliquer. La mesure quantique, ah ben bien sûr. L'effet tunnel, oh bah oui aussi, c'est génial. Les diagrammes de Feynman, bon ça c'est une petite astuce pour faire les calculs. La cryptographie quantique, ouais c'est sympa. On peut faire de l'espionnage sans se faire démasquer. Les quantas au service de l'homme. Dans l'électronique, les progrès effectués en physique quantique ont entraîné des développements considérables dans le domaine de l'électronique. L'une des inventions fondamentales en ce sens est la découverte des semi-conducteurs. Dans les années 60, les semi-conducteurs sont des matériaux qui, du point de vue de leur conductivité électrique, se situent entre les métaux et les isolants. Les principaux matériaux semi-conducteurs utilisés dans l'industrie sont le silicium et le germanium. Ils ont une fonction d'amplification dans de nombreux circuits électriques et sont à la base du fonctionnement des transistors, ça c'est fondamental pour les microprocesseurs, et des diodes. Plus près de nous, les progrès de la nanotechnologie, technologie à très petite échelle, mêlant physique et chimie, ont permis de réaliser des circuits intégrés comprenant plusieurs milliards de transistors dans une surface d'1 cm². Le rayon laser d'une utilisation quotidienne, le rayon laser est un pur produit de la physique quantique. Sans physique quantique, pas de rayon laser. Et bien sûr l'IRM. Enfin, la technique d'imagerie par résonance magnétique, IRM, est une application de la théorie quantique intéressante qu'elle rassemble 3 technologies d'origine quantique, la supraconductivité, le spin et les semi-conducteurs. Bon, bien sûr, on peut faire le laser. Bien sûr, on peut amplifier le laser. L'ordinateur quantique, au lieu de résonner en 0,1, on résonne en qubits. Le modèle standard, alors ça, avant que tu comprennes ce petit tableau, bah t'as pas fini. Bon, bien sûr, la particule de X, la particule de Dieu. Bien sûr, t'as les 3 interactions, l'interaction forte, pour commencer. En 1964, 2 physiciens, Murray Gell-Mann et George Zweig, postulent alors l'hypothèse que les protons, les neutrons et les particules récemment découvertes ne sont pas des particules élémentaires, mais plutôt des objets quantiques complexes constitués de particules plus petites encore, appelées quarks. Oh bah c'est le bordel les quarks. Bien sûr, après l'interaction forte vient l'interaction faible. Et bien sûr, la 3e interaction, l'interaction électromagnétique. Et la 4e interaction, qui est beaucoup plus faible que les autres, mais comme il y a beaucoup de matière, ça devient important, c'est l'interaction gravitationnelle. Bien sûr, quand tu amasses beaucoup de matière dans le même endroit, ça forme un trou noir.
Et il y en a des trous noirs au centre de toutes les galaxies. Le temps dans la physique quantique. Ben oui, c'est génial. Mais bien sûr, les physiciens ont des difficultés à gérer le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent le temps qu'à une dimension. Passé, présent, futur. Or, le temps a une infinité de dimensions et 17 dans un modèle simplifié. Les théories de grande unification où ils essayent d'unifier les 4 interactions. Mais bien sûr, ils n'y arrivent pas. Ils prennent toujours le temps à une dimension. Alors bien sûr, il y en a qui essayent les supercordes, mais ça marche pas. L'interprétation d'Everett aussi, ça marche pas. Théorie de la décohérence quantique. Ouais, c'est pas mal à coup de chat mort-vivant. Mais bon, ça marche pas non plus. Ah, plus intéressant, le vide quantique. Dans la physique newtonienne, le concept de vide définit l'absence de matière. Pourtant, il semblerait en physique quantique que cette notion soit un peu plus complexe que cela. Les physiciens et les lois de la mécanique quantique nous démontrent que le vide est plus riche qu'il n'y paraît. Eh oui, l'énergie du point zéro. Dans le vide quantique, il y a forcément de l'énergie du point zéro. Il s'agit de la plus faible énergie possible d'un système physique quantique lorsqu'il se trouve à l'état fondamental. S'il y a de l'énergie dans le vide, il y a donc possibilité d'emprunter de l'énergie au vide. Ces changements d'énergie sont appelés des fluctuations du vide. D'ordre statistique, ces fluctuations correspondent à la dispersion des résultats de mesure de l'énergie effectuée sur le système physique quantique en question. Si, à notre échelle macroscopique, cette énergie est négligeable, à l'échelle quantique, ces effets physiques sont importants. Ces fluctuations peuvent aussi provoquer l'émission spontanée de photons par des atomes, la création de paires de particules-antiparticules ou encore la génération de ce que les physiciens ont appelé l'effet Casimir. Selon la mécanique quantique, le vide est donc un espace créateur riche de fluctuations aléatoires et de particules virtuelles. Bah bien sûr, le vide quantique. Bon, bien sûr, après l'effet Casimir, le vide est bien une source d'énergie. Bah oui. Après, bien sûr, il y a Serge Haroche et son prix Nobel. Et puis Albert Einstein, le père de la physique moderne, qui a participé malgré lui à la bombe atomique. Joli dessin de Einstein. Tu vois, par exemple, le soleil, les panneaux solaires, s'il n'y avait pas eu Einstein, on n'aurait pas ça. Donc, tu vois, ma belle métaphysicienne, les physiciens sur la Terre savent beaucoup de choses, mais ils disent beaucoup de conneries. Entre autres parce qu'ils n'ont toujours pas compris que le temps n'a pas qu'une dimension, mais une infinité. Mais enfin, quand ils comprendront ça, ils feront des progrès significatifs. Bisous ma Pénélope.